José Martin. Bonjour Roch, Bonjour José. merci de me recevoir ici dans ce cadre champêtre, ce cadre Oui. mondialement connu Le qui est village de Rennes-le-Château. voilà, célèbre pour son énigmatique curé, Voilà. abbé, prêtre. Je pense que pour le sujet qui nous occupe et dont nous allons parler pendant cette émission, ce lieu se prête parfaitement. Alors, je suis toujours à la recherche de chercheurs qui font des découvertes et des avancées dans leur domaine. Et là, je dois dire qu'avec toi, quand j'ai découvert ton livre, j'ai été particulièrement gâté. Donc c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie qu'on se rencontre et que tu m'expliques un peu cette découverte, que tu puisses en dire plus encore que tu n'en dis dans le magazine Top Secret. Mais avant ça, je voudrais que tu te présentes, que tu nous expliques ton parcours. Bien, oui, à moi de te rétorquer quelque chose, ravi de te connaître, puisque c'est une amie commune qui m'a conseillé donc de faire à ta connaissance, et puis ça a de suite accroché avec le peu de choses que j'ai pu te dire au téléphone. Tu m'as semblé tu as semblé comprendre que le peu que je t'exposais était une approche totalement différente du fameux personnage et des écrits qu'il a laissés. Pour me présenter rapidement, je suis issu en fait d'un milieu très rationaliste, relativement peu sensible globalement aux croyances telles qu'elles ont pu exister pendant des siècles, mais qui est néanmoins assez sensible à une certaine symbolique que certaines traditions, que certaines religions ont véhiculée donc à travers le temps. Personnellement, avant de rentrer dans ce domaine-là. Alors on va dire quel est le domaine, quel est le sujet de l'émission d'aujourd'hui. C'est Nostradamus. Le fameux Nostradamus, Voilà, effectivement. Exactement, avec ses centuries et ses prophéties, mondialement connues également, hein, comme Rennes-le-Château. Exactement, depuis 450 ans, et depuis 450 ans, ce personnage reste un mystère, reste une énigme, qui n'a pas livré son verdict final, malgré la somme de recherches qui s'accumule. Et notamment depuis quelques décennies, depuis que les blocs mondiaux, les différents blocs mondiaux sont rentrés en conflit fratricide, un conflit idéologique. Tout ce qui s'est produit pendant le XXe siècle avec ces deux guerres mondiales. Certains pensent trouver dans les écrits du personnage un écho à ce que le XXe siècle a traversé. Alors, avant de rentrer vraiment dans le sujet de Nostradamus, du personnage et de son œuvre, est-ce que poursuivons sur cette origine, cette famille rationaliste, vu toi-même ton parcours qui est assez inattendu quand on voit que tu es devenu un expert, un spécialiste de ce domaine. Spécialiste, ce sera donc aux lecteurs et puis surtout aux exégètes du personnage d'en juger, parce qu'eux ont déjà abondamment travaillé sur la question. Moi, au départ, comme je te l'ai laissé entendre, donc je suis un rationaliste pur et dur. Je suis un agnostique, je suis un libre penseur. J'ai une position par rapport à tout ce qui peut toucher au cycle prophétique à travers les siècles, les millénaires, l'histoire. Une position relativement distante. J'estime que ça a pu apporter, tous les courants religieux ont pu apporter au fil des siècles un certain réconfort à des générations de personnes qui vivaient des vies relativement troublées, harassantes, pas aussi aisées que celles qu'on a peut-être l'occasion de vivre dans certains pays actuellement. Et que la religion était un réconfort, d'autres auront dit au XIXe siècle qu'elle était l'opium du peuple.
c'est donc de façon totalement inattendue que je suis rentré donc, dans ce mystère-là. Ouais. Ça s'est passé il y a 20 ans maintenant. Donc c'était précisément au mois de juillet, comme actuellement, en 96, donc 20 ans mois pour mois. Et j'avais un peu de temps devant moi. Je dirigeais alors une entreprise où je me consacrais à de la création, à de l'architecture d'intérieur, de la décoration. Je faisais un bout de chemin assez intéressant à ce niveau-là. Donc je créais des bars, des restaurants, des magasins pour des marques de prêt-à-porter. Donc j'avais une vie très remplie, très remplie. Et puis je me suis retrouvé après quelques années avec un peu de temps devant moi, chose qui ne m'était pas arrivée. Donc, en juillet 1996, donc il y a 20 ans maintenant de cela, et ça s'est produit par la découverte d'un livre que j'ai trouvé dans une librairie à Carcassonne qui s'intitule Le Grand Monarque. Voilà. Ce titre m'a sauté aux yeux, Le Grand Monarque selon les prophéties. Et ce titre m'a interpellé, puisque j'avais le souvenir que dans une lecture qui avait trait au mystère de Rennes-le-Château, et son fameux livre L'énigme sacrée, un tout petit paragraphe était consacré à ce sujet-là, mais n'avait pas été développé. Et j'avoue que j'étais resté sur ma faim quelques années plus tôt par rapport au sujet. Donc ça a fait tilt, j'ai pris le livre et j'ai découvert de façon assez inattendue toute la thématique liée au cycle prophétique à travers l'histoire. Qui était bien plus donc conséquente que ce que je pouvais imaginer, avec donc un point d'orgue mis notamment sur plusieurs mystiques du 19e siècle français, donc dont Bernadette Soubirous, Lafrodé, et j'en passe. Et au milieu de tout ça, donc, était évoqué le fameux Nostradamus. Alors ce livre a suscité quelques curiosités artistiques à mon niveau, parce que je me suis mis, comme je dessine, c'est une de mes occupations favorites, je me suis mis à dessiner des sujets qui très vite ont pris des tournures un peu religieuses, de façon assez interpellante. Et je me suis rendu compte que c'était une part que je n'avais jamais sondée dans mes centres d'intérêt, et à travers cet art-là, et ce que l'on pouvait traduire symboliquement, qui ouvrait quand même la porte à un champ relativement large. Donc quelque part, inconsciemment, vraiment, il y a comme une sorte d'appel de cette énigme, de ce personnage. C'est un mot qui est puissant, le mot appel, mais bon, j'avoue que ça a été un déclencheur conséquent. Ouais. Et finalement, tu vas t'intéresser, tu vas te plonger dans la lecture de ces centuries. Et j'allais même faire mieux avant, et j'allais même commencer à écrire une fiction que je projetais dans le futur. D'accord. Donc tout ça s'est accumulé. J'avais du temps devant moi, j'avais quelques semaines, donc j'ai mis ça à profit, et donc ça a donné quelque chose de très créatif qui a pris forme. Et je positionnais une fiction parce que déjà le monde était une question qui m'interpellait depuis l'enfance. Le devenir du monde en soi, globalement, avec tout ce que ça sous-entend, les sujets politiques également, les mouvements de société, les évolutions, la sociologie, la philosophie. Et donc en quelques jours, j'allais commencer à constituer donc toute une trame comme ça un peu romanesque, et toute une fiction que je situais donc 200 ans plus tard, en 2196 exactement. D'accord. Et ce fameux Nostradamus, faisant partie du cycle prophétique... ça t'amène à devoir l'étudier en fait, naturellement. Voilà, la curiosité, une fois avoir épuisé le sujet rapidement du contenu du livre, j'ai souhaité me procurer le plus rapidement possible un premier ouvrage sur le personnage. D'accord. Donc un ouvrage qui a aussitôt présenter quelques curiosités. La première, à ce moment-là, il y a 20 ans, comme tout un chacun de ma génération, j'avais entendu parler du personnage.
Voilà, parce que en 1981 précisément, il avait fait la une des grands médias nationaux et internationaux à la suite d'un événement à la suite de deux événements qui se sont produits à 3 jours d'intervalle. Le premier, ce fut le 10 mai 1981, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République française. Et 3 jours après, sur la place Saint-Pierre, donc à Rome, il y a une tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II, donc par quelqu'un dénommé Mehmet Ali Aqsa. Le pape Jean-Paul II va en sortir quasi miraculeusement, donc indemne vivant, après donc une longue convalescence. Et ces deux événements, donc coup sur coup, allaient générer chez un auteur français, Jean-Charles de Fontbrune, une corrélation avec un quatrain présent dans les fameuses centuries donc de Nostradamus, qui semblait dépeindre à quelques détails près cet événement peu commun. Et ça revient à toi. Je me remémore forcément de ce passage donc, de 81 et les débats que cela avait occasionné, parce que ça a été quand même relativement inattendu. En 81, on est dans un monde, donc on est encore dans l'après-année 60-70, donc le monde est relativement joyeux, relativement optimiste dans tous les domaines. Ça y est, on a passé l'âge de l'adolescence un peu farouche, un peu hasardeuse. On rentre dans l'âge de la maturité et c'est la planète entière qui va en bénéficier. Et paradoxalement, cette succession d'événements qui se passe et en France et à Rome va faire s'inviter en fait dans le bal de l'histoire du moment quelque chose que l'on pensait relégué aux oubliettes de l'histoire, Nostradamus. Absolument. Alors, bon, par la suite, il y a eu énormément de prophéties sur les centuries, d'interprétations. Moi-même, j'ai eu énormément d'auteurs qui m'ont parlé de Nostradamus, qui m'ont proposé des interprétations plus ou moins convaincantes, mais là, si j'ai vraiment retenu, suite à notre conversation au téléphone, si j'ai retenu ton travail, c'est parce que non seulement l'originalité de ta démarche, de la découverte que tu as faite, mais c'est aussi parce que tu as pris ce problème sur un mystère dans le mystère, en fait, qui est ce fameux agenda secret qui serait contenu dans l'œuvre de Nostradamus. Alors, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Alors, ça fait 450 ans qu'il y a des tas de publications sur le personnage qui tentent de l'interpréter. Ce que l'on nous présente la plupart du temps, que ce soit dans les livres les plus connus, on peut prendre à cet effet-là différents livres, par exemple, qui ont eu un succès retentissant, écrits par le fameux, justement, Jean-Charles de Fontbrune, hein, ouais. qui allait se vendre d'ailleurs à des millions d'exemplaires à travers le monde, auquel il consacrera un tome 2 et d'autres ouvrages complémentaires. Ces ouvrages, ces recherches ont tourné essentiellement pendant très longtemps sur l'interprétation possible de ces fameux quatrains. Alors, un quatrain, ce sont ces fameuses lignes de 4 vers à consonance rhythmique qui composent donc ces fameux chapitres. Donc, ces quatrains, ils sont au nombre de 100, regroupés en 10 chapitres, ce qui fait en définitive presque un millier de quatrains dans son ouvrage. Je dis presque un millier puisque le 7e chapitre est resté incomplet de façon assez mystérieuse. Mais il précise cependant qu'il a parachevé, qu'il a terminé la Miliade. Donc là aussi c'est un point d'interrogation, comme on va en trouver à tous les coins de page dans ses écrits, et pas uniquement dans les quatrains. C'est comme s'il y avait quelques quatrains, 3 quatrains, ce sera
qui auraient été escamotés de l'œuvre ultérieurement? Un peu plus. Il y a en tout 942 quatrains, donc il en manque 58. Voilà. Lui prétend qu'il a terminé, il le dit bien, il a terminé la Iliade. Et au final, si on compte le nombre de lignes, on va en trouver que 947. Voilà, c'est tout un tas de paradoxes que l'on va trouver. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, que ce soit en archéologie ou ailleurs, ces espèces de disparition de certaines choses, comme si finalement l'enquête ne pouvait pas aller vraiment jusqu'au bout. On retrouve ça aussi avec le Chrysias de Platon, qui est une œuvre inachevée. On va retrouver aussi ça avec le livre d'Edgar Poe, qui n'est pas achevé, alors que le sujet est particulièrement... Il y a une sorte de malédiction qui fait que il y a des choses qui disparaissent. Voilà, et qui prétendent en plus de ça qu'on a les choses sous les yeux et qu'on ne les voit pas. Exactement, Voilà. là on ça, a la c'est preuve. une constante. Et j'aurai l'occasion d'en citer notamment quelques-unes qui risquent quand même d'étonner. Voilà. Donc, le fameux agenda secret donc, que tu évoquais tout à l'heure, dont je t'ai parlé donc, à quelques reprises, et qui serait censé être contenu dans son œuvre, repose en définitive sur quelque chose de très concret que Nostradamus précise en introduction de son œuvre. Alors, en introduction, il rédige une très longue lettre qu'il dédicace à son jeune fils César. Ce garçonnet a alors 3 ans, tout au plus. C'est le fils donc qu'il a eu lors d'un second mariage, puisque sa première famille, un peu plus de 10 ans auparavant, avait été décimée probablement par une épidémie de peste. Sa première épouse et ses 2 premiers enfants, un garçon et une fille. Et donc lors d'un second mariage, sur la fin de sa vie, et en préface donc à ses prophéties, il dédicace l'ouvrage à son fils. Et d'entrée de jeu, il lui fait entendre qu'il est en mesure de pouvoir comprendre, tout à fait, César, que son propre fils César est en mesure de pouvoir comprendre le sens caché de ces textes. Donc il n'y va pas par 4 chemins, il nous fait comprendre d'entrée de jeu, en définitive, qu'il y a un sens caché à trouver. D'accord. Alors, ça constitue aussi bien l'introduction de cette lettre, qui est relativement longue, ça constitue la conclusion finale également, où il lui souhaite à nouveau de trouver le sens caché, et parsément tout au long de la lettre, il sollicite également son éveil personnel futur. Tout à fait. Il dit qu'il ne lui dira pas le nombre d'années qui lui seront nécessaires pour le trouver, mais apparemment, à lire Nostradamus, il est persuadé que son propre fils est en mesure, dès cette époque-là, de trouver le sens caché de ces textes. Alors là, c'est étonnant. Et il parle également donc, de cette... Est-ce qu'il parle textuellement de cet agenda? Ah, il le sous-entend, puisque ces textes sont prophétiques, ils se projettent dans le futur. Donc forcément, le futur est constitué d'un agenda à venir. Est-ce que ce serait possible de nous lire ce passage? Alors, il est un peu complexe en français, mais bon, je vais en moyen français. Alors, il introduit la préface en disant « Ton tard avènement, ton arrivée tardive, César de Notre-Dame, mon fils, m'a fait mettre... mon long temps par continuelle vigilation nocturne, réflexion nocturne, resserré par écrit pour t'en laisser le souvenir, après la corporelle extinction de ton progéniteur, au commun profit des humains. Ce qui sous-entend déjà par cette précision que son œuvre est théoriquement destinée au profit des humains. Reste à savoir pourquoi et comment. Et donc que la compréhension du Fils soit partagée avec le plus grand nombre. Exactement. Et depuis qu'il a plu à Dieu, parce qu'il évoque Dieu forcément presque à toutes les pages, attention, on est à une époque où ne pas en faire mention, ce serait être convoqué aussitôt devant l'Inquisition.
ce qui lui est arrivé d'ailleurs. Et depuis qu'il a plu à Dieu immortel que tu ne sois pas venu en naturelle lumière dans cette terre-ci, bon je fais au plus court, Oui. et je ne veux te dire les ans qui te seront encore nécessaires, mais pendant les mois martiaux, tu seras incapable de recevoir dans ton entendement ce que je serai contraint de te dire après mes jours dessinés. Tout ça est un peu complexe, mais il lui fait comprendre, mettons-nous donc, essayons de comprendre surtout le moyen français, mais ça veut textuellement dire qu'il lui souhaite de découvrir le sens caché, mais qu'il ne veut pas lui préciser le temps qui lui sera nécessaire. Alors les spécialistes de Nostradamus, depuis des décennies, parlent de cet agenda. Ils sont conscients du fait. Alors ils sont conscients du fait. Et pour clôturer donc la lettre en question, il remet le sujet sur la table où il précise « Faisant fin, mon fils, prends donc ce don de ton père Michel Nostradamus, espérant que tu déclareras une chacune des prophéties des quatrains ici mis. » Donc là, c'est on ne peut plus précis. Il lui souhaite donc de découvrir le sens des prophéties qu'il met dans ces quatrains. Donc, c'est un élément qui agit en fait comme un aiguillon auprès de tous les chercheurs. Bien sûr. Qui veulent se prendre au jeu, qui veulent s'essayer au défi en définitive, et qui veulent prendre le fameux Nostradamus à son propre mot. Donc, a-t-il caché quelque chose de compréhensible ou pas? Donc, et ce qui est quand même curieux, c'est qu'il prétend que ce quelque chose de compréhensible aurait été dans la capacité même de son propre fils, donc par effet de la génération de son propre fils. Ça sous-entend que quelqu'un doté d'un minimum de raison, de logique, d'analyse, d'étude, de recherche, aurait été en mesure de pouvoir trouver le sens caché. Tout à fait. Alors que les recherches des chercheurs jusqu'à maintenant se concentrent sur le fait d'essayer de découvrir après coup ce qu'un quatrain aurait pu contenir, qui aurait pu décrire un événement passé. Exactement. Exactement. Donc là aussi, on est dans un paradoxe quand même assez curieux. Donc la question qui se pose également, c'est est-ce que ce n'est pas l'œuvre d'entrée de jeu d'un charlatan de A à Z? Puisque depuis le début, il a eu ses partisans et ses opposants. Il a eu ses partisans dans le camp catholique, il a eu ses opposants dans le camp catholique, il a eu tout le camp protestant de l'époque, puisqu'on est en pleine guerre de religion qui secoue l'Europe, donc avec l'émergence du mouvement protestant. Donc tout le camp protestant s'est élevé contre lui. Et il a fait débat d'entrée de jeu dès la publication de la première partie de son ouvrage. En fait, un ouvrage qu'il va publier en 3 temps, bien distincts. Alors, je disais donc, est-ce que c'est l'œuvre dès le départ d'un charlatan? Est-ce que ce n'est pas, tout compte fait, une potiche, quelqu'un, un faire-valoir, quelqu'un de construit de toutes pièces par le pouvoir de l'époque, donc qui a son inclinaison pour Rome, donc pour le courant catholique, pour contrecarrer le camp des protestants, en essayant de faire croire qu'un nouveau prophète est né, voilà. On peut tout imaginer. Hypothèses qui ont été imaginées. On peut tout imaginer, puisque le contexte est très politique, donc une œuvre comme la sienne, elle a forcément un écho politique à son époque, conséquent. Donc, en posant cette question, est-ce que ce ne serait pas un personnage orchestré de toutes pièces? Ce qu'il y a de très anachronique en définitive, c'est que ça va à l'opposé complètement de la façon dont le personnage s'est construit tout au long de sa vie, avant d'être amené à l'automne de sa vie à écrire ce fameux ouvrage. Puisque avant 1555,
il se consacre essentiellement donc à la médecine, à la pharmacopée. Donc le personnage très tôt a montré des dons assez particuliers pour des compositions pharmaceutiques, pour la médecine en général. Il a d'ailleurs fait ses études à l'université de Montpellier. Et pendant toute cette période, avant de se faire remarquer de cette façon, on sait qu'il s'est investi en luttant contre des épidémies de peste qui se sont propagées, notamment dans le sud de la France. Donc, en s'investissant humainement à lutter contre ce fléau contre lequel l'on ne peut rien, normalement le personnage démontre en fait une facette d'altruiste, une facette téméraire, une facette généreuse, une facette donc qui ne sont pas compatibles avec l'image qu'on pourrait se faire d'un homme d'un charlatan. Il va au combat, il va combattre la peste. Il risque, à chaque fois que ça s'est produit, il risque sa vie à tout moment. Donc en ce sens, il n'est pas animé par une quelconque vanité notoire qui aurait pu prendre le pas sur un élan humain. D'autant qu'il se fera des ennemis quand même au très haut niveau. Partout. Donc, il se fera de grands amis à tous les niveaux et de grands ennemis à tous les niveaux. Exactement. Il est remarquable, à ce niveau-là, il est remarquable, disons. Donc c'était une époque, je pense, où les médecins qui étaient installés, lorsque les épidémies de peste se propageaient, je pense que beaucoup prenaient femmes, enfants et valises et allaient dans des contrées qui étaient bien plus sereines que ça. Donc il fait partie de cette génération de gens téméraires qui à ce niveau sont très admirables. Alors qui se convertissent subitement en un arriviste. C'est un peu particulier. C'est un peu étonnant. Alors, donc tu te plonges dans son œuvre et il y a quelque chose, tu es quand même un peu guidé, en tout cas vraiment intéressé par cette histoire de calendrier, d'agenda. Ça m'aimante. Je suis aimanté par la chose. Et tu vas découvrir, quelque chose va te sauter comme une évidence aux yeux. Et alors je voudrais vraiment que tu nous l'expliques ça. Tout à fait. Il y en a eu plusieurs et dans un laps de temps en définitive très réduit. Ouais. Et en fait, j'ai mis le doigt rapidement sur ce qui me semblait être des indices discrets. Et comme j'ai réussi à reconstituer quelques trames, il m'a semblé très rapidement que je venais de mettre le doigt sur le début du code. Et tout ça s'est fait par étapes. Mais paradoxalement, comme ma nature première me rattrapait, comme je suis un rationaliste, j'ai laissé ça de façon très fréquente de côté, le plus loin possible parfois. Pour prendre peut-être le temps de regarder ça avec le recul nécessaire. Mais le code, ou tout au moins les prémices du code étaient là. Donc ça confortait à mon niveau ce qu'il prétendait en introduction de son ouvrage, qu'il y avait un sens à y trouver. Alors est-ce que tu peux nous parler de ce code alors justement ? Voilà. Oui, donc après ce qu'on vient donc de dire, de présenter rapidement sur le sujet, il est quand même important de repréciser un point qui, à mon sens, n'est pas assez mis en avant par l'ensemble des chercheurs contemporains. Tout comme dans les documentaires qu'on peut trouver, il y en a de nombreux qui sont produits autant en France qu'à l'étranger. Ces notions-là de lettres de préface, avec son contenu,
cette notion de code n'est jamais mise en avant comme il le faudrait. Et souvent, c'est totalement occulté. Donc, pour un chercheur lambda, dont je suis lorsque je me suis intéressé au sujet, il y a d'entrée de jeu quelque chose donc va pousser à trouver au milieu de tous ces écrits au moins un élément probant qui soit totalement irréfutable. Quelque chose qui soit en mesure d'étonner tout rationaliste, dont j'étais, disons, parce que depuis ma connaissance du personnage, j'ai commencé peut-être à voir les choses peut-être sous un angle légèrement différent, qui n'a pas toutes ses réponses, loin de là, mais légèrement différent. Donc, quelqu'un qui prétend coder quelque chose, qui prétend crypter quelque chose, théoriquement, il va faire en sorte pour que ça repose sur des principes qui puissent, même s'ils sont à trouver, même s'ils sont composés sous la forme d'un puzzle à reconstituer, mais que ces principes-là reposent sur des structures. Une logique ? Une logique implacable, voilà, automatiquement. Si cette logique implacable n'existe pas, à travers ces textes auraient pu être le fruit de n'importe quel charlatan, illuminé, j'en passe. Donc, tu t'es mis à chercher cette logique qu'est-ce qui pouvait transpirer à travers le texte. Qu'est-ce qui pouvait, donc, en passant tout ça rapidement en revue, me saisir, moi le rationaliste. Donc, il y a eu, à vrai dire, trois éléments concrets. Mais pour revenir au principe de codage, en général, puisque la cryptologie est une science qui est vieille comme l'écriture, vieille comme l'humanité quasiment, il y a des principes qui reposent sur le fait que quelqu'un qui va chercher à dissimuler un trajet va tout faire théoriquement pour semer un indice au début, un indice à la fin, un indice au milieu, et des indices à des endroits stratégiques bien définis. Méthode du petit poussé. Exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'il s'y est pris. Et il s'y est pris comme ça, paradoxalement, de façon relativement élémentaire. J'insiste bien sur ce point. C'est pour ça qu'il constitue également le sous-titre de mon livre, un des sous-titres de mon livre. Donc le premier sous-titre, à Nostradamus, énigme du Midi, étant Et le mystère de Carcassonne, qui n'est pas loin d'ici. On comprendra après pourquoi. Je n'évoquerai que quelques détails, c'est beaucoup plus développé dans mes recherches. Et l'autre sous-titre est Élémentaire Dr Watson, la fameuse phrase de Sherlock Holmes. Oui. Parce qu'en définitive, c'est bien sur des concepts élémentaires qu'allait reposer sa cryptologie. Alors, fort de cette réflexion, si des indices sont codés à des endroits stratégiques, si on veut faire au plus pressé, on va à la fin. On est pressé. Là, tu parles toujours des 3 éléments probants. Hein, Tout à fait. Donc celui-ci, il a un caractère particulier, à mon sens, puisqu'il le réserve à la fin. C'est-à-dire, il fait office de point final. Exactement. En soi, peut-être de conclusion. Tout à fait. Et s'il veut résumer quelque chose qu'il a à dire, quoi de mieux que le réserver en définitive à la conclusion. À la conclusion. D'accord. Or, à la fin, on va lire la chose suivante.